Madame, Monsieur, bonjour, c'est la rentrée et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre magazine en direct de la rédaction du mois de septembre, un programme qui vous est proposé par le groupe Revue Fiduciaire. Ce numéro sera entièrement consacré aux mesures d'actualité qui concernent les entreprises. Il se déroulera en deux parties. Nous accueillerons pour commencer Sylvie de Rompfort pour la partie vie des affaires de cette édition. Elle fera avec nous un point complet sur l'actualité de la SAS, une structure en pleine expansion. Puis ce sera au tour de Marie-Christine Martini de me rejoindre sur le plateau pour la partie fiscale de ce magazine. Elle viendra nous expliquer la mesure phare de soutien à l'investissement insérée dans la loi Macron, nous en exposer le dispositif et mettre en avant les points les plus épineux. Il est temps à présent d'accueillir Sylvie de Rompfort. Bonjour Sylvie. Bonjour Marianne. Alors à l'occasion de la version 2015 de notre Memento sur la société par action simplifiée, vous allez nous faire un petit tour d'horizon des nouveautés qui ont modifié ou précisé le régime juridique de cette structure en pleine expansion, comme je le disais en ouverture de ce magazine. Financement, exclusion d'un associé, présidence de la société ou encore formalité au registre du commerce et des sociétés, nous constatons que la SAS bouge. Pouvez-vous tout d'abord nous parler de la nouvelle opportunité de financement qui s'offre aux SAS? De quoi s'agit-il exactement? Bien, la SAS avait trois façons de se financer jusqu'à présent. Elle faisait appel à ses associés, elle faisait appel à des partenaires extérieurs et elle pouvait également faire appel aux placements privés. Depuis le 1er octobre 2014, la SAS peut faire des levées de fonds en offrant ses titres au public, ce qui lui était stricto sensu interdit. Elle se finance donc en proposant ses titres via une plateforme Internet par l'intermédiaire de prestataires de services d'investissement ou de conseillers en investissement participatif. Alors vous nous parlez notamment de prestataires de services d'investissement. La SAS est donc soumise à des dispositions bancaires et financières. Oui, tout à fait. Des dispositions bancaires, financières et également juridiques plus lourdes, puisque sur le plan donc, juridique, et afin d'assurer la protection des investisseurs qui deviennent associés minoritaires en rentrant dans la société, la loi a créé un statut particulier pour cette SAS qui a recours au crowdfunding. Pour utiliser ce mode de financement, la SAS devra modifier ses statuts pour qu'ils soient en conformité avec des règles applicables à la SA. Donc, ce qui est tout à fait nouveau, et il s'agit par exemple des clauses relatives au droit de vote. Cela peut être aussi, cela doit être les règles applicables à l'organisation des assemblées générales extraordinaires ou les assemblées générales même ordinaires, et puis enfin des conditions de quorum et de majorité. Et ces nouvelles règles prévaudront sur toute disposition statutaire contraire à compter du jour où les titres seront proposés sur Internet. Oui, tout à fait. Du coup, on a une SAS qui a un statut intermédiaire entre l'ASA et la SAS classique. Très bien. Alors parlons maintenant de la jurisprudence. L'exclusion d'un associé est une question délicate, parfois conflictuelle. Sylvie, une question qui a été tranchée par les juges concerne le vote de l'associé que l'on souhaite exclure. Vote-t-il ou non sa propre exclusion ? Alors, il est maintenant de jurisprudence constante que tout associé a le droit de participer à toutes les décisions collectives. Les statuts ne pouvant déroger à ce principe que dans des cas particuliers prévus par la loi. Donc la clause d'exclusion qui s'oppose au vote de l'associé est contraire à cette disposition légale impérative. Elle est réputée par conséquent non écrite. La décision d'exclusion qui interviendrait sur le fondement d'une telle clause serait par conséquent nulle. Et du coup, il est évidemment conseillé, avant d'exclure un associé, de bien vérifier les statuts et de bien regarder cette clause, justement, et le cas échéant, la modifier. Donc, ce qui veut dire une décision collective des associés, sauf à prévoir, ça c'est possible, une exclusion par le président de la société, ce qui évite tout problème de vote et tout problème de consultation des associés. D'accord. Une fois l'associé exclu, ces actions sont rachetées. La détermination du prix de ces actions peut aussi poser quelques problèmes, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. C'est un problème malheureusement récurrent. Les parties peuvent être en désaccord sur la valeur des actions de l'exclu à racheter. Et dans ce cas, alors, un expert est désigné pour procéder à cette évaluation, selon une procédure bien particulière. Dans une affaire jugée récemment par la Cour de cassation en septembre 2014, les parties ne contestaient pas les méthodes d'évaluation de l'expert, mais elles étaient en désaccord sur la date à laquelle les parts devaient être évaluées. Alors, pour l'associé, il fallait se placer à la date de son exclusion.
alors que pour le cessionnaire, c'était celle de la cession. La Cour de cassation a tranché. Les statuts de la société ne précisant pas la date à laquelle la valeur des titres de l'associé exclu devait être déterminée, a considéré qu'il fallait retenir la date la plus proche de la cession future, malheureusement pour le cédant. Très bien. Autre point concernant maintenant le président de la SAS. Lorsqu'un président démissionne, des formalités légales doivent être accomplies. Si ces formalités ne sont pas accomplies, la démission prend-elle quand même effet ? Alors les juges ont été formels sur cette question. Les fonctions du dirigeant social prennent fin par l'effet de sa démission. Donc, si une instance est ultérieurement introduite devant le tribunal de commerce à l'égard de la société, l'ancien dirigeant ne peut plus figurer en qualité de représentant légal de la SAS. Mais il peut être considéré comme étant tiers à la procédure, et c'est ce que la Cour de cassation a jugé, et elle a considéré que l'ancien dirigeant pouvait valablement faire tierce opposition dans cette affaire. D'accord. La rémunération du président est une autre question sensible. Un associé minoritaire peut-il s'opposer au montant de la rémunération octroyée au président ? Alors bien sûr, il peut tenter de s'y opposer. Encore faut-il qu'il trouve le bon argument juridique. Donc là, il n'a pas réussi à trouver le bon argument juridique. Dans cette affaire jugée fin 2014, un associé minoritaire avait assigné la SAS et le président, qui était associé majoritaire, il les avait assignés pour qu'ils soient condamnés au remboursement de la rémunération. Il considérait que la rémunération du président s'analysait en une convention qui devait être soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées. Et sa demande est rejetée. Elle est rejetée. Les statuts, il n'avait pas regardé les statuts. Les statuts de la SAS stipulaient que la rémunération de son président devait être fixée par une décision collective des associés à la majorité simple. Les associés ont pris leur décision en respectant les statuts de A à Z, donc ils ne pouvaient pas invoquer cet argument. Il aurait pu invoquer l'abus de majorité, mais là encore, ça aurait été difficile puisque la rémunération du président était tout à fait raisonnable au regard des résultats de la société. Bon, autre point encore, le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés a apporté des précisions pratiques intéressantes sur les formalités à effectuer auprès du greffe. La première concerne l'établissement du siège social de la SAS au domicile d'un représentant légal. Alors, qui est ce représentant légal ? Alors pour la SAS, effectivement, la question se pose. La règle est que toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf disposition législative ou stipulation contractuelle contraire. Dans une SAS, il y a deux catégories de dirigeants sociaux qui disposent de la qualité de représentant légal. Il y a bien sûr en premier le président, dont les conditions de désignation sont obligatoirement prévues dans les statuts. Et puis, il y a les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués si les statuts prévoient leur désignation. Alors, le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés a précisé que le siège d'une SAS peut être installé de façon permanente ou temporaire au domicile de son président ou l'un de ses directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, mais à une condition, c'est qu'ils n'agissent pas en tant que, sur délégation du président, mais en leur qualité de représentant légal de la société. Très bien. Alors la seconde précision est relative aux dirigeants personnes morales. Les statuts d'une SAS peuvent parfaitement prévoir, lorsque les dirigeants sont des personnes morales, l'existence de dirigeants qui portent le titre de représentant permanent. Ce représentant permanent doit-il être mentionné sur le cabis de la société ? Alors une société avait souhaité cette inscription, le greffier a refusé l'inscription du représentant permanent. Dans la foulée, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt de juillet 2014, a ordonné que soit mentionné au registre le nom de la personne physique représentant permanent de la personne morale assurant la présidence. Le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés est intervenu dans la foulée et il ne se soumet pas du tout à cette jurisprudence. C'est quand même lui qui enregistre ces dossiers. Il rappelle que dans une société anonyme, l'administrateur personne morale a l'obligation légale de désigner un représentant permanent qui assumera les responsabilités qui incombent à un administrateur. Ces règles, bien sûr, ne sont pas prévues dans les SAS. Donc, dans ces sociétés, ce sont les représentants légaux des personnes morales dirigeantes qui assument les responsabilités qui incombent à un dirigeant. Alors, pour éviter toute confusion dans l'esprit du public et des SAS, bien sûr, le comité estime que les greffiers ne doivent pas mentionner le nom d'un représentant permanent sur le cabis d'une SAS. Toutefois, lorsque le représentant permanent
a le pouvoir de gérer ou d'engager à titre habituel la société, son nom doit être indiqué, mais dans une rubrique à part, autre que celle nommant les dirigeants de la SAS. D'accord. Alors, et comme la société par action simplifiée unipersonnelle ou SASU suscite beaucoup d'engouement, nous terminerons, Sylvie, par une disposition d'un nouveau projet de simplification relatif aux apports en nature que suggère le Conseil de simplification des entreprises créé début 2014. Oui, parmi les 52 nouvelles mesures de simplification pour les entreprises, on est dans les projets de simplification là, en ce moment, depuis 2 ans. L'une de ces mesures concerne l'approbation des apports en nature dans une SASU. La règle générale selon laquelle l'apporteur en nature d'une société, s'il en est actionnaire, ne peut pas participer au vote sur l'approbation de son apport, applicable au SAS, l'est par conséquent au SASU. Ce qui est évidemment complètement inadapté à cette société unipersonnelle, qui implique du coup des comportements complexes et coûteux et qui fait peser une forte insécurité juridique sur ces opérations. De la même manière, donc ce conseil de simplification relate que la réglementation applicable au SAS qui impose que les actionnaires soient systématiquement informés de toute émission d'actions nouvelles via un avis préalable au formalisme qui est particulièrement lourd, n'a pas de sens, et non plus pour les SASU, qui ne comprennent qu'un actionnaire est unique encore une fois. Donc le Conseil de simplification propose que ces 2 règles ne soient plus du tout applicables au SASU. Tout simplement. Tout simplement. Après ces règles propres à la SAS, il ne faut pas oublier, bien sûr, les nouvelles dispositions de la SA, également applicables par renvoi à la SAS, ou celles applicables à toutes les sociétés commerciales, comme la suppression de la prime de partage des profits, ou encore l'option de confidentialité des comptes sociaux pour les micro-entreprises. Merci Sylvie pour toutes ces précisions. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver plus en détail toute l'actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle de la SAS dans la nouvelle version de notre Memento. Il est temps à présent d'accueillir Marie-Christine Martini pour la partie fiscale de cette édition. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Marianne. Alors, avant même l'adoption de la loi Macron et sa promulgation au JO, l'administration a précisé dans le BOFIP les modalités d'application d'un nouveau dispositif de soutien à l'investissement. Puis face aux nombreuses interrogations suscitées par sa mise en place, des précisions ont été apportées par la direction de la législation fiscale au cours de la conférence organisée le 29 juin 2015 par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Marie-Christine, tout d'abord, en quoi consiste cette mesure de soutien à l'investissement ? Alors, cette mesure de soutien à l'investissement prend la forme d'une déduction fiscale égale à 40% du montant de l'investissement qui est réalisé. On l'appelle un dispositif de suramortissement, mais en fait le mot n'est pas juste parce que cette déduction ne va pas être pratiquée dans les comptes de l'entreprise, elle va s'opérer de manière extra-comptable. Les entreprises vont la déduire sur le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal, le tableau 2058A ou 2033B selon qu'elles sont au régime réel ou au régime simplifié, et cette déduction ne sera donc pas comptabilisée. Bien sûr, elle s'ajoutera à l'amortissement du bien qui est pratiqué par l'entreprise. D'accord, mais est-ce que la mesure touche toutes les entreprises ? Non, la mesure ne va pas toucher toutes les entreprises. Vont être concernées les entreprises qui relèvent des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, qui sont soumises à un régime réel d'imposition. Donc, on va exclure les entreprises qui sont au régime forfaitaire et les entreprises qui sont en régime micro. Vont également être concernées toutes les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit la nature de leur activité. En revanche, celles qui sont exclues, ce sont les entreprises qui relèvent des bénéfices non commerciaux. D'accord. Est-ce que la mesure est pérenne ? Non, la mesure n'est pas pérenne. Il y a une fenêtre. La déduction fiscale va être limitée aux investissements qui sont réalisés du 15 avril 2015 au 14 avril 2016. Et en fait, il faudra que le bien ait été acquis, c'est-à-dire qu'il y ait un réel transfert de propriété du bien entre ces 2 dates. Par exemple, si une entreprise a commandé un bien d'investissement avant le 15 avril 2015 et qu'elle a d'ailleurs payé un acompte au moment de cette commande et que le bien lui est livré après et qu'elle paiera le solde après, eh bien, elle ne pourra pas bénéficier du dispositif de déduction à l'investissement. D'accord. Tous les investissements réalisés par ces entreprises dans ce délai ouvrent-ils droit à la déduction fiscale exceptionnelle ? Non, le dispositif est finalement assez restreint.
Les biens qui ouvrent droit au dispositif de déduction exceptionnelle, ce sont les biens éligibles à l'amortissement dégressif, mais pas tous les biens éligibles à l'amortissement dégressif. Alors, comme les biens éligibles à l'amortissement dégressif, il faut que ce soit des biens neufs et il faut que leur durée d'utilisation soit au moins égale à 3 ans. Et puis, dans la liste des biens qui sont éligibles à l'amortissement dégressif, eh bien, il faut retenir certains biens. Alors, sont essentiellement visés les biens qui sont les matériels industriels, y compris les matériels de recherche qui sont affectés à ces opérations, les matériels de manutention. Il y a également les biens qui sont destinés à faire des installations anti-pollution et puis des biens qui sont producteurs de chaleur et d'énergie. Mais en revanche, sont exclus des biens qui sont éligibles à l'amortissement dégressif, par exemple les matériels de sécurité, ils ne sont pas admis, les matériels de transport, ça c'est une grosse exclusion, et puis tout ce qui concerne les bâtiments hôteliers, les bâtiments agricoles, eh bien, ces biens-là ne sont pas admis en déduction. En revanche, pour les entreprises agricoles, par exemple, les tracteurs, qui ne sont pas des matériels de transport, vont pouvoir, eux, bénéficier du dispositif de déduction exceptionnelle. Et est-ce que les matériels informatiques sont concernés ? Alors non, les matériels informatiques ne sont pas concernés, de la même manière que les caisses enregistreuses. En revanche, ce qu'on peut préciser, c'est que s'il y a des logiciels qui sont indissociables d'une immobilisation qui est elle-même éligible, eh bien, ces logiciels pourront bénéficier de la déduction exceptionnelle. Alors l'administration admet la déduction pour les logiciels de conception, de simulation, de pilotage, de programmation, de suivi de gestion de production et de maintenance. Très bien. Et si l'entreprise finance ses investissements en crédit bail, est-ce qu'elle peut bénéficier de la mesure ? Oui, elle peut bénéficier de la mesure. C'est l'entreprise locataire en fait qui va bénéficier de la mesure, à condition bien entendu que le contrat de crédit bail soit conclu entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. Et il y a une précision intéressante, c'est l'administration a précisé que si l'entreprise lève l'option d'achat du bien, eh bien, elle pourra continuer à pratiquer la déduction exceptionnelle pour la durée d'utilisation du bien qui reste à courir. Et faut-il obligatoirement pratiquer l'amortissement dégressif pour obtenir l'avantage fiscal ? Non, il faut simplement que le bien soit éligible à l'amortissement dégressif, mais si l'entreprise a décidé de ne pas pratiquer dans ses comptes l'amortissement dégressif et d'amortir le bien en linéaire, eh bien, elle pourra également pratiquer l'avantage fiscal. Et comment calculer la déduction exceptionnelle pour chaque exercice ? La déduction, elle est égale à 40% du prix de revient du bien, hors frais financiers. C'est-à-dire que s'il y a des coûts financiers qui ont été inclus dans la valeur d'actif, eh bien, ces coûts-là ne pourront pas être inclus dans la base de calcul de la déduction exceptionnelle. Alors, la déduction, elle va être répartie de manière linéaire sur la durée d'utilisation du bien. Et puis, il y a des précisions qui ont été données par l'administration pour les biens qui sont amortis par composants. Dans ce cas-là, bon, il y a une moyenne pondérée qui devra être calculée. Là, je vous renvoie à nos publications pour des exemples de calcul de la moyenne pondérée. Il faut préciser que la déduction n'est pas plafonnée et qu'elle n'est pas encadrée par un texte communautaire. Ça veut dire, par exemple, qu'elle n'est pas sous le coup de la réglementation communautaire relative aux aides de minimis. Et puis, autre précision importante, c'est que le régime de déduction exceptionnelle peut être cumulé avec un autre régime de faveur fiscale auquel ces mêmes biens ouvriraient droit. Par exemple, le système du crédit d'impôt recherche. D'accord. Et si l'entreprise cède le bien, est-ce qu'elle perd le bénéfice de la déduction ? Non, elle ne perd pas le bénéfice de la déduction pour le passé. Et en fait, elle peut continuer à bénéficier de la déduction jusqu'à la date de cession en calculant une déduction pro rata temporis. En revanche, elle perd la faculté de déduction pour l'avenir, à moins qu'elle ne bénéficie d'un régime fiscal de faveur, du style régime fiscal d'effusion. Dans ce cas-là, par exemple, la société absorbante pourrait continuer à pratiquer l'amortissement du bien, enfin la déduction exceptionnelle, du bien jusqu'à la fin de la durée d'utilisation. D'accord. Si l'entreprise investit cette année, doit-elle attendre le solde de liquidation de son impôt sur les sociétés pour bénéficier de la déduction ? Je dirais a priori oui, mais en fait on peut appliquer ici les règles de droit commun, c'est-à-dire que si l'entreprise anticipe que le montant de l'IS dont elle sera finalement redevable sera inférieur, eh bien elle peut réduire le montant de ses acomptes d'impôt sur les sociétés. Bien, je crois que les entreprises ont à présent une idée précise du dispositif et qu'elles vont pouvoir l'appliquer
en toute sécurité. On reste dans le domaine des amortissements pour évoquer des précisions apportées au BOFIP. Dans une remise à niveau formelle de sa doctrine, l'administration a, semble-t-il, précisé les modalités d'amortissement des frais de recherche et développement. Oui, enfin, il faut signaler que cette mesure aurait pu passer totalement inaperçue parce que l'administration l'a répertoriée comme une mesure de mise à jour formelle et ce n'est pas du tout le cas. Alors, de quoi s'agit-il ? Quand une entreprise expose des frais de recherche et développement, elle a la possibilité, si elle répond à un certain nombre de critères, d'ailleurs qui sont des critères comptables, elle a la possibilité de les inscrire à l'actif. Et si elle les inscrit à l'actif, elle a la possibilité d'amortir ses frais. Et la durée d'amortissement de ces biens est de 5 ans. La question, c'est le point de départ de cet amortissement. Jusqu'à présent, il y avait une doctrine administrative qui avait précisé que dès que l'entreprise inscrit une dépense à son actif, elle peut commencer à l'activer. Et puis, bizarrement, en décembre 2014, eh bien, cette précision a été enlevée de la doctrine de l'administration. Et enfin, dans nos publications, on avait logiquement conclu qu'il fallait appliquer les règles de droit commun. Eh bien voilà, l'administration vient de confirmer notre analyse et donc elle vient de préciser que les entreprises qui ont activé des frais de recherche et développement pourront les amortir à partir de la date de mise en service de l'immobilisation correspondante. Elle a quand même prévu une tolérance pour les exercices clos avant le 1er décembre 2014. Les entreprises qui auraient commencé à amortir des biens dès l'inscription à l'actif des dépenses correspondantes, eh bien, ces plans d'amortissement ne seront pas remis en cause. Très bien. Autre actualité fiscale à signaler, la publication au journal officiel du 18 juin 2015 d'une nouvelle ordonnance de simplification. Alors, quelles sont les simplifications fiscales prévues par ce texte et qui vont réellement alléger les obligations des entreprises ? Alors, effectivement, il y a quelques simplifications qui vont simplifier la vie des groupes notamment. Alors, la première simplification, ça concerne l'obligation qu'ont les entreprises qui paient des revenus mobiliers, des dividendes ou des intérêts à des tiers de faire tous les ans une déclaration qui s'appelle l'imprimé fiscal unique, l'IFU, avant le 15 février. Eh bien, en fait, les groupes intégrés vont pouvoir être dispensés de cette déclaration pour leur distribution intragroupe. Deuxième simplification, elle concerne le mali technique de fusion. Actuellement, les entreprises qui font des opérations de fusion, qui sont placées sous le régime de faveur des fusions, doivent tous les ans, et tant qu'il y a des plus-values en sursis d'imposition, souscrire sur l'état de suivi des plus-values, eh bien, indiquer la valeur du mali technique. Et si elles ne le font pas, eh bien, elles sont sanctionnées par des amendes fiscales. Eh bien, bonne nouvelle, l'état de suivi du mali de fusion n'aura plus à être souscrit pour les exercices clos à compter du 20 juin 2015. Alors la troisième simplification concerne les débiteurs qui paient des retenues à la source sur salaire ou sur pension à des non-résidents ou encore sur certaines prestations artistiques ou encore sur des revenus non salariaux. Eh bien ces retenues à la source, elles devaient être payées dans le mois qui suit le paiement des sommes. Eh bien cette obligation déclarative maintenant sera trimestrielle. Elles devront payer le premier mois qui suit la fin de chaque trimestre. Également en matière de retenue à la source, pour les entreprises étrangères qui distribuent des dividendes à leurs associés non résidents, eh bien, pour celles-là aussi, une obligation déclarative est allégée puisque la retenue à la source devra être payée une fois par exercice, le 15e jour du mois qui suit la date de clôture de l'exercice. Et cela, ça s'applique pour les exercices clos à compter du 15 décembre 2015. Et puis, il y a également une simplification en matière de TVA pour les entreprises qui doivent exercer certaines options. Elles doivent les dénoncer dans certains délais. Eh bien, ces délais sont supprimés. Ça concerne essentiellement les entreprises qui optent pour la taxation des ventes à distance ou les personnes qui bénéficient d'un régime dérogatoire ou encore le régime de la marge sur les biens d'occasion. D'accord. Très bien, merci pour toutes ces précisions. Il y a des mesures de simplification dans cette ordonnance qui ne sont qu'un simple toilettage des CGI. Faut-il en dire deux mots, Marie-Christine ? Oui, c'est pas mal parce que finalement, on peut être assez satisfait de voir une lecture de texte plus agréable parce que moins polluée par des détails. Alors, on va citer deux mesures. La première concerne les crédits d'impôt. Les entreprises ont découvert pour la première fois cette année qu'elles pouvaient être dispensées de déposer certaines déclarations de crédit d'impôt à condition de souscrire un imprimé spécial unique sur lequel elles regroupaient l'ensemble de ces crédits d'impôt. Ça a concerné notamment le crédit d'impôt compétitivité emploi, mais également le crédit d'impôt apprentissage, le crédit d'impôt dirigeant et puis la réduction d'impôt mécénat.
Et donc, bien, cet allègement déclaratif, si je peux dire, il a été jusqu'à présent prévu par la doctrine et il devra maintenant être prévu par des textes à valeur législative ou réglementaire. Et en fait, ben, l'ordonnance de simplification annonce que des décrets seront pris pour que ces mesures d'allègement déclaratif soient dans les textes et notamment intégrées dans le Code général des impôts. Et dans l'ordonnance, on a tout de même un texte à valeur législative qui concerne le délai dans lequel l'administration peut exercer son droit de reprise. Eh bien, il va être désormais précisé que ce droit de reprise pourra s'exercer à compter de la souscription de la déclaration spéciale et de récapitulative, je veux dire, et non pas la déclaration spéciale. Alors ça, c'est la première mesure un peu cosmétique. La deuxième mesure qui allège la rédaction du texte, c'est en fait, pour certaines déclarations professionnelles, il est prévu que les entreprises doivent déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou à une date fixée par décret. Finalement, en fait, jamais aucun décret n'a prévu une date différente de ce deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Donc cette précision, un décret pourrait fixer le délai, a été supprimée. Ça concerne beaucoup d'entreprises, ça concerne les déclarations d'impôt sur les sociétés, ça concerne les déclarations, les liasses fiscales BIC, ça concerne également les déclarations de CFE. Voilà. D'accord, très bien. On termine la partie fiscale de ce magazine par l'actualité jurisprudentielle. Une décision concernant la remise en cause par l'administration des provisions inscrites au bilan mérite d'être signalée. Vous nous expliquez dans le feuillet hebdomadaire de la revue fiduciaire qu'une provision maintenue au bilan depuis plus de 7 ans est considérée par le Conseil d'État comme la répétition d'une même erreur, ce qui permet à l'administration de la rectifier sur le premier exercice non prescrit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on aboutit à cette conclusion ? Oui, alors pour comprendre la décision du Conseil d'État, il faut rappeler un petit peu comment les principes généraux. Quand une entreprise fait l'objet d'un contrôle fiscal et que le vérificateur fiscal constate la même erreur qui se reproduit de bilan à bilan, eh bien le contrôleur fiscal est obligé de corriger les bilans successifs, bilan de clôture, bilan d'ouverture, et il remonte comme ça sur plusieurs exercices, mais il y a une date butoir qui s'applique. Il y a un premier bilan non prescrit dont les écritures d'ouverture sont intangibles. C'est ce qu'on appelle le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture. Et en fait, quand une erreur est ancienne, et en appliquant ce principe d'intangibilité du bilan d'ouverture, ça permet à l'administration de faire des rectifications sur le premier exercice non prescrit. Mais il y a une exception à ces principes que je viens d'exposer, qui est pris en faveur des erreurs anciennes. Quand les erreurs sont commises plus de 7 ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit, eh bien l'administration, en principe, ne peut plus les rectifier. D'accord. Donc ces principes rappelés, oui. Comment le Conseil d'État les a-t-il appliqués dans sa décision du 11 mai 2015 à une provision pour créance douteuse comptabilisée plus de 7 ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit et maintenue inchangée au bilan? Alors justement, dans cette affaire-là, le Conseil d'État n'a pas considéré que l'erreur était ancienne. Il a considéré que l'erreur avait été commise tous les ans. Du coup, si je peux m'exprimer ainsi, l'exception que je viens d'expliquer, ça ne marche pas. Et donc, la règle d'intangibilité du premier exercice non prescrit s'applique et donc la provision peut être rectifiée sur cet exercice. Alors, ce qu'on va dire, c'est que la décision du Conseil d'État prive en fait de porter l'exception en question et puis surtout, elle peut s'appliquer, comme on l'a dit, aux provisions pour créances douteuses, mais elle peut s'appliquer également à toute provision qui est ancienne, mais qui était irrégulière dès l'origine, et quel que soit le motif de cette irrégularité. Donc, ce n'est pas un arrêt favorable aux entreprises. Alors, on peut noter que le BOFIP, l'administration fiscale, a une doctrine qui est plus souple que la décision du Conseil d'État, puisqu'elle précise dans un tableau qui figure dans une annexe numéro 114 à ce BOFIP que pour les provisions non déductibles dès l'origine, ce qui était le cas dans notre affaire, totalement ou partiellement, comptabilisées depuis plus de 7 ans avant la date d'ouverture du fameux premier exercice non prescrit, la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture ne s'applique pas. Donc les entreprises pourront toujours se prévaloir de cette doctrine jusqu'à ce que l'administration la modifie et s'aligne sur la décision du Conseil d'État. D'accord, très bien. Merci Marie-Castille. Merci, à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro en direct de la rédaction avec les experts du groupe Revue Fiduciaire.